convie les intervenants. Alors, le premier intervenant il va virtuellement, c'est l'AFNOR. Mais Caroline, tu peux t'asseoir, tu es la bienvenue. Pour vous parler un peu de carbone. Alors, cette idée est sortie, et donc je m'excuse si jamais vous étiez plus au courant que moi. Mais tout le monde parle de carbone, et j'avoue qu'à force d'en entendre avec des points de vue différents, parce que vous avez beaucoup de points de vue différents, j'avais besoin de rassembler un peu les informations, et je me suis dit que peut-être un point ferait aussi du bien. Donc tout d'abord, on va aborder l'aspect réglementaire, pour savoir un peu où on en est du carbone en France, en Union Européenne. Et c'est l'AFNOR qui nous a fait une vidéo sur mesure. Et derrière, ensuite, je déroulerai, mais nous avons d'autres intervenants qui sont présents et qui auront travaillé pour l'INSEO pour vous donner des infos clés pour mieux comprendre cette thématique carbone et finalement comment nous, on s'en empare dans le réseau. L'un des grands enjeux au niveau européen réside bien évidemment dans la lutte contre le changement climatique. L'Europe s'est donc dotée en 2021 d'un pacte vert qui a pour objectif l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% en 2030 par rapport à 1990. C'est ce que l'on appelle le Fit for 55. Au niveau français, la stratégie française pour l'énergie et le climat et la feuille de route visant à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à assurer l'adaptation de la société aux impacts du changement climatique. Elle est constituée d'une loi, la loi de programmation quinquennale sur l'énergie et le climat, et de 2 textes stratégiques. La stratégie nationale bas carbone, qui définit la feuille de route de la France pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, et la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe les priorités d'action dans le domaine de l'énergie. Autre texte réglementaire français important en matière de décarbonation, c'est la réglementation liée au bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En particulier, les entreprises de plus de 500 salariés ont l'obligation de publier tous les 4 ans un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et d'y associer un plan de transition intégrant des objectifs, les actions à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et les résultats obtenus. Cette réglementation a évolué au 1er janvier 2023, notamment en élargissant le champ couvert par la réalisation de ce bilan au scope 3 pour les entreprises assujetties à la publication d'une déclaration de performance extra-financière. Dernier élément concernant ce contexte réglementaire, la nouvelle directive CSRD, qui a été publiée fin 2022 et qui sera transposée dans la réglementation française d'ici la fin de l'année. Elle vise à élargir le champ des entreprises assujetties à la déclaration de performance extra-financière et implique la publication d'un reporting annuel de durabilité sur la base de la notion de double matérialité, c'est-à-dire l'ensemble des impacts, risques et opportunités liés aux enjeux ESG qui peuvent impacter une entreprise, mais aussi les impacts que l'entreprise peut avoir sur la société et l'environnement. Pour structurer sa démarche de décarbonation, il existe différentes étapes indispensables, soutenues elles-mêmes par différents outils. La première étape consiste, bien évidemment, à établir l'état des lieux des émissions de carbone d'une activité, c'est-à-dire son bilan. Le plus commun d'entre eux et le plus simple dans sa réalisation, c'est le bilan réglementaire, appelé aussi bilan GES. Ce bilan peut couvrir 3 scopes. Le scope 1, qui correspond aux émissions directes de gaz à effet de serre émises par entreprise. Le scope 2, qui correspond aux émissions indirectes liées à la consommation d'énergie. Et enfin le scope 3, les émissions indirectes qui interviennent en amont et en aval dans la chaîne de valeur de l'entreprise. On pourra trouver avec un niveau d'acuité un petit peu supérieur des bilans établis selon la méthodologie bilan carbone qui reste très complète, ou bien se tourner aussi avec une vocation plus internationale vers le GHG protocole. Quoi qu'il en soit, et quel que soit l'outil de bilan retenu, tous sont chapeautés par une norme, l'ISO 14064, qui garantit une exigence minimale. La deuxième étape est constituée par la réalisation du plan de transition. Ce plan de transition n'est ni plus ni moins qu'un plan d'action de réduction des gaz à effet de serre pour l'organisme. C'est donc un travail d'ingénierie qui va être constitué par un travail de chiffrage des impacts, des coûts, des différentes solutions envisageables qui vont porter sur les process,
sur le patrimoine, sur les utilités ou bien même sur l'achat à travers ces prescriptions, mais qui vont aussi s'intéresser à l'ensemble des comportements liés aux collaborateurs à travers leurs déplacements par exemple. Enfin, la troisième étape, la mise en place d'un système de management du carbone, elle-même soutenue par des outils qui peuvent être des outils dédiés, mais d'autres outils tels que des systèmes de management de l'énergie tels que l'ISO 50001 qui sont déjà implantés de façon assez large, peuvent tout à fait s'orienter pour soutenir cette démarche de management des gaz à effet de serre avec des indicateurs qui permettent de s'assurer de l'obtention du niveau de réduction qui est escompté et à défaut d'y remédier. Enfin, et de façon optionnelle, on pourrait envisager une quatrième étape, celle d'une vérification du travail qui a pu être effectué pour établir le bilan, ou bien même d'un travail de certification de ces bilans, de manière à pouvoir dresser une image validée, garantie par tierce partie, des bilans, mais aussi de l'évolution de ces bilans entre eux, qui vont donc traduire le gain qui a été porté au crédit de l'entreprise en lien avec le plan d'action qu'elle a déployé. Pour compléter ces étapes, je voulais insister sur deux points de vigilance qui me semblent primordiaux. Le premier point de vigilance, c'est la qualité du bilan initial, parce que de lui va découler la qualité des plans d'action pour l'entreprise. Et donc, derrière ce travail initial, il y a un véritable travail de terrain pour collecter, appréhender les véritables contraintes des actions d'amélioration qui peuvent être tenues, pour les chiffrer de façon précise. Donc, c'est une opération véritablement qui va ressortir sur tout le processus de décarbonation. Le deuxième point de vigilance, c'est le temps qui est nécessaire à cette opération de bilan, compte tenu d'un travail de collecte de données conséquent qui va nécessiter un minimum 2 mois pour consolider ce bilan et permettre d'établir un plan d'action concret, précis, réaliste. Je convie Patrice Montagnier du groupe ICV qui nous a fait une présentation du carbone dans le monde, pour comprendre un peu comment ça s'opère finalement ailleurs, à l'international, et faire un point sur les scopes dans notre filière. Bonjour à tous, donc Patrice Montagnier, consultant au sein de l'ICV depuis 6 ans maintenant, et agréé sur partie bien carbone. Nos objectifs, c'est de faire un focus effectivement sur la filière vitivigne. l'ICV travaille essentiellement sur la filière vitivigne. En préambule, puisque là vous avez eu de la part de la FNOR une présentation sur ces évolutions réglementaires. Sachez que lorsqu'on parle bilan carbone, finalement, il y a au sein de la filière graine déjà, quand on regarde des chiffres qui datent d'un certain nombre de temps, vous voyez sur les premières initiatives qui ont eu lieu sur la notion de bilan carbone, ce n'était pas en France, hein, c'était en Australie. Ça a été soutenu par plusieurs interprofessions, vous voyez, dans le monde, hein, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, c'était donc en 2007. Il y a eu plusieurs versions. Tout ça pour vous dire que finalement, il y a aussi une fédération internationale dont le siège est à Paris, mais qui est une fédération internationale des vins et spiritueux, qui a initié une démarche pour avoir vraiment quelque chose qui soit beaucoup plus global, parce que le bilan carbone, on peut le faire sous plusieurs formes. Ça a été dit, de plus en plus, on est contacté actuellement avec des applications, tout un tas d'éléments, et on se dit, tiens, mais ça vient d'où viennent ces méthodes? Est-ce qu'elles sont toutes identiques? Est-ce qu'on est sur des chiffrages qui sont identiques ou pas? Et finalement, en 2011, l'ADEME, qui avait initié une démarche en 2008, on faisait partie des premiers formés, donc avec M. Jacovici, sur les bilans carbone. On a fait une trentaine de bilans carbone sur 2008 jusqu'à 2012-2013. Et après, ça s'est un peu arrêté. Or, pour faire le point avec la force de ce qu'ils ont dit, on a eu des entreprises coopératives, on a eu des petits domaines où le timing était tenu par rapport à ce qui a été dit, et puis on a eu de grosses entreprises, je pourrais vous prendre Gérard Bertrand, avec 23 sociétés. Et là, c'est un peu plus compliqué. C'est 23 bilans carbone qu'il faut agglomérer, donc ça demande un peu plus de temps.
par exemple. Voilà. Donc en 2011, il y a une publication qui a été faite par l'IFV. On a participé à cette publication qui a permis de définir globalement dans la filière vin en France les émissions par poste, pourquoi, comment, avec un certain nombre d'experts. Et l'OIV s'est inspiré de ces différentes initiatives pour arriver à dire à un moment donné, il faudra statuer sur qu'est-ce qu'on va prendre en compte, quels sont les différents périmètres pour la filière, pour éviter qu'il y ait une concurrence entre les pays en disant mais nous on fait mieux que vous, pourquoi, comment. Et donc arriver, je vous inviterai, vous verrez tout à l'heure à la fin d'une petite biblio, vous pourrez aller rechercher les différents éléments qui ont été mis en place par l'OIV. Donc globalement, pour faire court, vous avez aussi les sources qui sont citées à un moment pour chaque diapo. La répartition du poids carbone, globalement, sur la filière. Ce qu'on constate, là vous avez les différentes activités, viticulture, vinification, conditionnement, transport. On voit que la première, c'est sur le conditionnement. La deuxième, le transport. Troisième, viticulture. Et quatrième, vinification. On va expliquer pourquoi, très rapidement. Un élément très important sur le conditionnement, vous le voyez, c'est la bouteille. La bouteille qui représente plus de 21% du bilan carbone global. Là, c'est une entreprise qui a toutes les activités. D'accord ? Il y a eu des initiatives régionales. Vous voyez la Champagne, la Bourgogne, le Bordelais. On a participé, d'ailleurs, celle du Bordelais, c'était en 2010-2012, où c'est, par exemple, la Fédération des coopératives qui nous a missionné pour faire le bilan carbone de toutes les coopératives. Et sur la partie conditionnement, de voir de quelle manière ils pouvaient avancer sur la diminution du poids des bouteilles, puisque c'est très important. Voilà. Donc, les questions qui se posent, puisque la bouteille, c'est l'élément le plus impactant, c'est la capacité à changer. Est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut, du coup, diminuer? Quelles sont les initiatives à court terme, à moyen et à long terme? Donc, à court terme, c'était de travailler avec des verriers pour diminuer ce poids. Maintenant, à long terme, est-ce que c'est le changement de type de conditionnement? Là, vous avez les informations en termes de kilos CO2 par rapport aux différents contenants. Donc, ça vous permet de vous jauger un petit peu. D'accord? Et autour de la bouteille, c'est aussi dans cette notion de durabilité, de RSE, qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on met comme bouchon, comme obturateur? Qu'est-ce qu'on met comme coiffe? Qu'est-ce qu'on met comme étiquette? Donc, du moment que le champ du conditionnement est ouvert, on se pose la question sur tout le reste, finalement. Donc c'est pour ça, celui-là étant le plus impactant, en fait, ça rayonne finalement sur tout ce qui se passe au niveau du conditionnement. Ça, il faut retenir ce genre d'informations. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous me poserez la question. Le deuxième, c'est le transport. Et le transport, le poids de la bouteille revient. Puisqu'on transporte des bouteilles vides pour arriver à un centre de conditionnement, et après on transporte des bouteilles pleines. D'accord? Donc, cet effet de transport sur les bouteilles, c'est important. Et plus on diminue l'effet poids, plus on va pouvoir mettre notamment de bouteilles dans un camion. Puisque quand on le calcule, c'est du kilomètre poids qu'on calcule lorsqu'on fait un bilan carbone. Donc plus on transporte de bouteilles sur le même kilomètre, mieux c'est globalement. Donc plus elles sont allégées, plus je peux mettre autre chose. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui vont sur la partie transport moins énergivore type voilier. Il y a des exemples qui se font en Champagne, ils essaient de le faire aussi en Europe en prenant les canaux, notamment sur la Seine, essayer d'aller sur du transport fluvial, de revenir sur le transport fluvial. Pour le moment, c'est encore anecdotique, mais ça commence à se faire sur Bordeaux également. Il y a eu déjà des transports transatlantiques qui ont été faits pour des vins qui sont vendus aux États-Unis. Voilà. Et l'autre élément, on travaille avec pas mal d'entreprises qui font ça lorsque c'est du vrac. Le vrac qui part à l'export peut aussi partir avec un flex tank, c'est-à-dire qu'en fait on envoie une cuve de vin, et l'embouteillage va se faire au moment, au plus près. Donc l'objectif étant de transporter du vin et pas de transporter un conditionnement. Voilà, ça se fait sur plutôt du grand export, plutôt sur la Chine, ça se passe pas mal, il y en a. Voilà, dans le timing, presque. Le troisième, on est sur tout ce qui est lié à la viticulture. On va retrouver plusieurs éléments. Le premier, ça va être les outils. Les outils, c'est ce qui fait fonctionner les outils. Donc ça va être le carburant. Voilà. L'élément qui impacte la viticulture, c'est le carburant pour faire fonctionner les outils.
Le deuxième élément, ça va être les matériaux pour la vigne. Mais on va voir que c'est aussi ça, c'est un investissement sur de la durée, comme un tracteur. Quand on achète le tracteur, on l'amortit. Donc tout ce qui est amortissement, l'impact est un peu moins dans le court terme. D'accord? On va garder un tracteur pendant 10 ans, 15 ans, une vigne pendant 20 ans, 30 ans. Donc ça s'amortit. Le fuel, c'est sur une année. D'accord? Voilà. Les autres éléments, je n'invente pas, hein, on les a tous déjà rencontrés, ça a déjà été dit, c'est tout ce qui va être lié à l'utilisation des pesticides, parce que globalement, plus on va passer dans la vigne, plus on va consommer du carburant, c'est pas juste les pesticides, d'accord? Et globalement, si on arrive à faire de façon simultanée plusieurs travaux, on va limiter ces passages-là. Donc c'est ou ces éléments-là, ou aller vers des travaux qui vont être faits avec de l'énergie renouvelable. Donc est-ce qu'on va vers des robots? Est-ce qu'on va sur de l'énergie qui est électrique, qui provient pour la France de centrales nucléaires, donc neutre en CO2? Donc globalement, chaque pays va avoir en fonction de l'énergie qu'il récupère électrique, d'accord, la manière dont ils vont faire baisser le bilan carbone. Donc sachez que les enjeux aujourd'hui, c'est tout ce qui est séquestration de carbone dans les sols. Donc l'objectif, c'est comment essayer de récupérer la séquestration, hein, c'est ce que certains appellent finalement le fait de pouvoir faire de la compensation, d'accord. Sachez que lorsqu'on fait un bilan carbone, on calcule tout. Et que la séquestration, par exemple, c'est un élément supplémentaire de compensation. On peut faire la compensation en plantant des arbres de l'autre côté de la terre, on peut aussi le faire chez soi. C'est de la compensation. Ça n'empêche qu'il faut d'abord faire son bilan carbone. La compensation, c'est l'élément supplémentaire. D'accord. Et puis la valorisation des déchets. Et pour finir, j'ai débordé un peu, toute la partie cave, là où ça va se jouer, c'est l'énergie. Toujours pareil. Le froid, il faut savoir que globalement, le froid est produit avec l'électricité. En France, c'est nucléaire. Le chaud, c'est du gaz, c'est du fossile ou c'est du fuel. Donc de suite, lorsqu'on utilise les thermohumidifications, par exemple, ça impacte. Ça impacte économiquement, ça impacte en CO2. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui sont d'expérimentation. C'est comment arriver à chauffer de la vendange avec peut-être des énergies type micro-ondes, donc qui proviendraient de l'électricité, qui proviendraient finalement de la friction de la matière pour essayer de limiter. Voilà. Aujourd'hui, on est uniquement sur l'expérimentation. Mais voilà, sur ce qui est gourmand en énergie et en énergie fossile, c'est de quelle manière demain on va pouvoir agir, puisque derrière il y a un intérêt à avoir tout ce qui est thermovinification, et l'objectif c'est de ne pas s'en passer. Donc de quelle manière arriver à trouver un autre moyen. Tout ce qui est inertage, hein, le fait d'avoir des bouteilles qui sont transportées, qui sont remplies, ça demande de l'énergie. De plus en plus, on a des entreprises qui s'équipent de générateurs d'azote. L'objectif étant, je produis mon gaz pour inerter sur place. Donc je le fabrique et je l'utilise. Et pas je dois ramener des bouteilles, transporter, etc. Donc je limite tout ce qu'il y a autour pour finalement limiter le carbone. Et le dernier, donc ça c'est un enjeu important, c'est tout ce qui est valorisation finalement du CO2 produit par la fermentation. Est-ce qu'on arrivera à le séquestrer? Bon, j'ai un exemple d'une entreprise qui en 2008, c'est Vignoble d'Ombriel, a essayé de séquestrer, de travailler avec une filière d'hydrocarbures pour essayer de le réinjecter finalement dans des puits, pour faire des puits carbone. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas assez de production. Il fallait produire beaucoup plus. Donc aujourd'hui, ce qui commence à fonctionner, c'est finalement réaliser, vous voyez, donc en rajoutant, en séquestrant ce CO2 dans une cuve, en le mettant en relation avec du potassium, c'est faire du bicarbonate, c'est essayer de trouver des éléments qui pourraient être séquestrés, pour être réutilisés, mais à le pratiquer directement sur site. C'est ça. Donc c'est finalement trouver une solution sur site et éviter de déporter avec des transports supplémentaires. Vous avez la bibliographie qui est un peu chargée. Je suis disponible pour vous répondre à vos questions. J'ai fait 11 minutes, c'est un peu plus long que prévu. Merci. Merci à vous. J'invite Caroline Forgue qui vient Bouchal pour parler de tout ce qui est qu'est-ce que ça représente de mettre en œuvre une étude de carbone dans une entreprise. À ton honneur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais prendre le relais sur la réalisation du bilan carbone à l'échelle
l'échelle d'embouchage de l'ensemble de la division sur tous nos sites industriels. Alors c'est une aventure, je dirais, qui dure depuis un certain moment, puisqu'on a réalisé le premier bilan carbone selon la méthode bilan carbone qui avait été développée par Jean Covici et l'ADEME en 2007. Donc les premières actions avec une mise à jour qui se faisait tous les 2 ans. Donc ça, c'était une démarche volontaire dans les années 2000 quand les premières initiatives ont commencé à l'échelle nationale et aussi locale, puisque je me rappelle aussi que sur le domaine familial de M. Dornier, on avait travaillé localement sur les Pyrénées-Orientales. Alors, ça conduit, enfin, ça s'inscrit aussi dans toutes les obligations réglementaires que l'AFNOR a évoquées, qui se renforcent énormément. Et comme nous faisons partie du groupe ONEO, je suis responsable du RSE au niveau du groupe, en fait. On a un rapport RSE qui s'est transformé en déclaration de performance extra-financière. Et tout ça, on a de plus en plus de pression pour calculer ces émissions et donc réaliser des plans d'action dans un cadre national, européen et international qui accélère la pression, puisqu'on a des objectifs publics et puis on a des enjeux bien sûr internationaux de limitation de la hausse de température et des dérèglements climatiques. Donc cette démarche volontaire a permis de préparer je dirais aussi cette pression réglementaire qui s'est accentuée. Alors un bilan carbone, je vais passer là. Donc comme l'AFNOR l'a indiqué, c'est d'abord le cœur de l'activité, c'est-à-dire l'énergie qu'on consomme sur les sites, donc par exemple à la vigne ou à la cave et dans nos usines, pour notre exemple à Diambouchage, donc électricité, gaz, fuel, véhicules de l'entreprise, et ce qu'on appelle le scope 1 et 2. En amont et en aval, donc c'est ce qui est en dehors, ce qui est dans la chaîne de valeur, mais en dehors de notre activité. Donc tout ce qui se passe chez les fournisseurs, les déplacements de personnes, le fret amont, et en aval, le fret vers les clients et la fin de vie des déchets. Alors tout ça pour réaliser un bilan carbone, pour dire très concrètement, je reviens sur mon petit encart, c'est effectivement plusieurs mois pour une première édition, parce qu'il faut transformer tous les flux physiques que vous voyez sur ce schéma, tous les flux financiers en flux physiques. Ce qui nous intéresse, c'est des kilos, des tonnes, des kilowattheures, des tonnes kilomètres pour le transport. Et donc ça veut dire solliciter différentes fonctions dans l'entreprise. Alors bien sûr, plus l'entreprise est petite, plus ça peut aller vite, mais plus on est étendu et aussi industriel et avec des procédés complexes, plus ça prend du temps. Et donc, selon la taille, ça va être entre 5 et 10 000 euros pour une prestation initiale. Après la mise à jour, on est plus habitué et puis on recommence l'exercice. On a déjà une base et aussi on a une base pour comparer ces données entre plusieurs exercices et donc assurer la qualité des données qui est le point central pour arriver à une qualité aussi du plan d'action derrière qui va découler. Donc la comptabilité carbone, elle est très encadrée, mais ça n'est pas une science exacte non plus, puisque le principe, c'est qu'on va multiplier ces données physiques par un facteur d'émission. Et ce facteur d'émission, quand il s'agit d'électricité, le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure, on le connaît assez bien, l'ADEME le publie en France, mais quand vous achetez du talc ou tous les produits qu'on peut avoir en cave, il faut avoir des sources bibliographiques. Et c'est le travail qui a été conduit notamment sur les méthodologies que de donner des facteurs d'émission qui sont à peu près vérifiés. Alors concrètement, Diambouchage produit des bouchons micro-agglomérés à l'issue d'un process industriel. Donc nous sommes une entreprise de transformation. Notre bilan carbone s'élève à plus de 67 000 tonnes de CO2 en 2022. Donc c'est la dernière mise à jour qui est toute fraîche sur l'année dernière. Vous voyez notre profil sur les différents scopes. Ce qui nous concerne personnellement, nos émissions directes et indirectes liées à l'énergie, c'est moins de 30% de notre bilan. C'est là-dessus que nous avons directement la main. Et le scope 3, et notamment les achats de matières premières c'est 2 tiers de notre bilan. Donc 2 tiers de notre bilan sont chez nos fournisseurs
sont chez nos fournisseurs. Ensuite, vous voyez là-bas le frais de client pour 5%. Cette vision, on l'avait déjà il y a 2 ans quand on a déterminé une trajectoire, c'est-à-dire un objectif à atteindre d'ici 2025, que je vais vous montrer ici. Donc c'est ça pour... Ah non, pardon. Il y a un prompteur, voilà. Donc nous sommes partis, quand nous avons défini cette trajectoire, de notre bilan 2019, 69 000 tonnes. Donc en 2022, nous avons diminué légèrement ce bilan et nous souhaitons nous placer sur une trajectoire avec un objectif qui est défini dans un des protocoles assez compliqués que la FNOR présentait en fin de sa présentation, qui s'appelle le SBTI, Science Based Initiative, Target Initiative, qui vise à donner aux industriels un objectif qui est en accord avec l'enjeu de ne pas dépasser plus de 2 degrés à l'horizon 2100 en termes de réchauffement global. Donc d'encadrer un peu les bonnes intentions des uns et des autres vers des choses réalistes par rapport à l'enjeu. Donc nous, on s'est placé sur cette trajectoire et à l'horizon 2025, en se disant d'abord on va commencer par le scope 1 et 2 en interne et avec un enjeu un objectif de réduire de 55% les émissions du scope 1 et 2. Donc vous voyez qu'en 2019, on a commencé cette diminution, aussi du fait que l'électricité se décarbone en Europe, on a des sites en Espagne et au Portugal. Donc on bénéficie de cet effet décarbonation, mais on a aussi, bien sûr, pour atteindre ces moins 55%, un projet d'investissement à la fois pour consommer moins d'énergie et pour produire de l'énergie renouvelable, notamment photovoltaïque sur nos sites, qui nous amèneront à ce moins 55% en 2025. Voilà, et donc on a ensuite sur le scope 3 qui est le gros bout, donc nos achats de matières premières, tout un travail à la fois d'économie de matière, mais aussi avec les fournisseurs, qui est bien sûr plus compliqué, puisque les fournisseurs eux-mêmes n'ont pas forcément fait leur bilan carbone personnalisé, donc il faut entraîner derrière soi la filière, et c'est exactement ce qui arrive avec la filière des fournisseurs du conditionnement, puisque c'est nos clients vignerons et grands groupes viticoles qui nous demandent notre bilan carbone, bien évidemment. Alors, je vais terminer. Alors ça, c'est l'aspect de ce qui se passe en interne d'une entreprise industrielle et on pourrait envisager d'aller plus loin, et c'est pour faire le lien avec la prochaine présentation, c'est qu'en fait le changement climatique, qu'est-ce qu'on fait, on remplit la bassine que représente l'atmosphère avec des gaz à effet de serre qui s'accumulent, qui restent. Donc le premier enjeu, c'est d'abord de faire son bilan et de le diminuer. C'est la trajectoire industrielle que les uns et les autres doivent engager. Donc le premier pilier, mesurer et ensuite agir. On peut aller un peu plus loin pour calculer les émissions qu'on peut faire éviter en dehors de son entreprise. Par exemple, nous avons des résidus de liège que nous valorisons à l'extérieur et qui produisent de l'énergie. Donc voilà, on a un effet positif à l'extérieur de notre chaîne de valeur, et ça peut être le cas par exemple aussi sur la séquestration de CO2 dont parlait Patrick. Et puis on peut ensuite aller dans l'aspect séquestration en dernier point. Donc comment retenir, vider la bassine en retenant du CO2 dans les sols des vignes et dans notre cas dans la forêt de Chêne-Liège, puisque c'est notre ressource. Voilà, donc tout ça, c'est des réflexions qui sont aujourd'hui en cours pour construire notre trajectoire au-delà de 2025 au niveau de 2030. Et donc on a commencé à mettre des premières pierres. Alors pour info, c'est ça qui est un peu difficile pour la communication carbone, c'est que par exemple nous, au niveau d'y-bouchage, on communique 1 gramme de CO2 par bouchon, on a fait une analyse de cycle de vie, et donc on communique notre impact industriel qui est méthodologiquement encadré, mais on ne communique pas sur la séquestration, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, le liège provient d'un arbre qui a séquestré du CO2,
mais cette séquestration, elle ne nous appartient pas. Les propriétaires de Chêne-Liège ne nous ont pas donné l'autorisation de nous arroger ce bénéfice de séquestration qui existe, parce que les forêts sont existantes. Par contre, si nous plantons, si nous avons une démarche proactive, alors dans le cadre de certaines méthodes aussi très encadrées, nous pouvons calculer les tonnes de CO2 qui sont séquestrées. Donc c'est notre prochaine étape, avec des plantations qui ont été aidées dans le Var de Chêne-Liège, qui nous ont permis, pour une des plantations, de labelliser sous le label bas carbone, dont il va être par question tout à l'heure, qui permet donc de dire je plante 1 hectare de forêt, combien ça va séquestrer de CO2 sur 30 ans, et donc de calculer ça. Mais c'est très très minime par rapport, je dirais, à notre impact industriel, donc on ne compte pas là-dessus pour effacer nos émissions. Et puis un projet plus important de plantation à San Vicente de Alcantara, côté de notre île espagnole en Estrémadure, de 10 hectares, beaucoup plus dense, qui va être suivi pour voir si c'est un modèle qui pourra être développé pour produire du liège et séquestrer du carbone. Merci à vous. Merci beaucoup, Caroline. J'invite Thibaut Desplanches de Célestalab pour nous parler de s'il faut capter du carbone dans les sols viticoles. Bonjour à tous, je suis Thibaut Desplanches, directeur de Célestalab, qui est un laboratoire d'analyse, d'études et de conseils en biologie des sols et en valorisation des produits organiques. Alors je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Une bouteille de vin, en fait, ça stocke du carbone. Le vin, il y a de l'alcool dedans, l'alcool c'est du carbone. Donc elle stocke du carbone jusqu'à ce qu'elle soit bue. Et je tiens de source sûre que vous êtes des très mauvais élèves en la matière, puisqu'elle reste généralement assez peu de temps pleine sur la table. Bien, soyez des bons élèves et rentrez en sécurité. Je suis ravi de pouvoir intervenir sur ce sujet de la compensation des émissions de carbone par le stockage, parce que c'est vrai que c'est une thématique sur laquelle beaucoup de personnes s'expriment, le stockage de carbone dans les sols, sans avoir parfois toutes les connaissances nécessaires pour en comprendre toutes les finalités. Alors j'ai choisi de vous présenter ça sur un axe un petit peu original. Et puis comme vous êtes des entrepreneurs, des entreprises, je vous propose une petite expérience de pensée. Donc je vais vous demander de voter, vous prendre deux situations. Vous avez une situation A, une situation B. Et pour que la métaphore elle soit la plus efficace possible, j'ai pris la métaphore de votre compte en banque. Alors la situation A, c'est le jour de fête, aujourd'hui. Je vous propose à tous 100 000 € sur votre compte en banque, mais vous n'avez pas le droit d'y toucher pendant 10 ans. Okay. La situation B, vous avez 10 000 € sur votre compte en banque. Vous avez 10 000 € qui rentrent et 10 000 € qui sortent tous les mois, c'est-à-dire que vous avez le droit de dépenser 10 000 €. Alors je vous laisse réfléchir 5 secondes. Voilà, ensuite vous levez la main. Qui préfère la situation A et qui préfère la situation B? Ok, voilà. Vous avez à peu près tous compris pourquoi le stockage de carbone dans les sols, ce n'est pas la finalité absolue, parce que le carbone dans les sols, c'est comme les euros sur votre compte en banque. Le carbone dans le sol, il a une utilité lorsqu'il est consommé, parce que c'est la biologie du sol qui consomme ce carbone et qui le transforme en CO2. Par ce même phénomène, il libère l'azote qui est essentiel pour la nutrition de la vigne, par exemple. Donc oui, il y a du stock de carbone dans les sols, mais ce carbone, il ne doit pas rester absolument à 100% stable dans les sols, parce qu'il a une fonctionnalité lorsqu'il est détruit. Je dis classiquement que la matière organique n'est intéressante sur le plan de la fertilité pour les plantes que lorsqu'elle est détruite. Donc vous l'avez compris, il faut du stock de carbone. Alors c'est sûr qu'on est plus confortable avec 100 000 € qu'avec 10 000 € sur le compte en banque, mais il faut aussi des mouvements. C'est la différence entre le capital organique, le stock organique et le flux. Alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on va parler des stocks de carbone dans le sol viticole. Alors les sols, c'est un puits absolument énorme de carbone au niveau mondial. Il y a 3 fois plus de carbone dans les sols que dans la végétation et dans l'atmosphère réunie. Donc on est sur un puits qui est absolument phénoménal, qui est juste second derrière les océans. Et donc évidemment, il y a des stocks qui sont très très importants. L'âge moyen de ce carbone, alors ça c'est un gros débat, mais il est très vieux. Le carbone qui est stocké dans les premiers mètres du sol, il a, selon les estimations, entre 500 et 3000 ans. Donc il est là, c'est un gros stock, mais on n'y est pas pour grand chose. Ce que l'on peut faire, c'est éventuellement en rajouter à ce stock. Combien? C'est ce qu'on va voir dans cette présentation.
Alors, ça c'est une bonne nouvelle sur cette petite. Alors désolé, c'est un petit peu flou et un petit peu lumineux. Ça c'est la bonne nouvelle de cette slide, c'est que j'ai demandé à une intelligence artificielle de vous représenter un profil de sol avec une ligne par-dessus. Comme vous le voyez, ça ressemble plutôt à des petits oliviers ou des petits saule-pleureurs. Donc on a encore une avancée sur la connaissance agronomique, autant du point de vue de la ligne que du sol, parce que ceux qui ont déjà ouvert un sol, ça ne ressemble pas à ça. Voilà, c'était pour vous faire une petite image d'illustration, pour vous montrer qu'un sol viticole, en général, c'est pauvre en matière organique. Alors, matière organique, c'est le nom, on va dire, agronomique du carbone. Quand vous parlez avec des viticulteurs ou des agriculteurs, ils ne vous disent pas, moi j'ai tant de carbone dans mes sols, ils vous diront, j'ai 1% de matière organique. Alors, je vais vous faire les petits équivalents pour que ce soit plus compréhensible. 1% de matière organique dans les sols, ça doit se multiplier par la quantité de terre que l'on va trouver à l'hectare. Alors, les sols viticoles, en général, ils ont peu de terre parce qu'ils sont très caillouteux et très peu profonds. Les sols de grande culture sont en général plus profonds et peu caillouteux, et il y en a plus. C'est d'ailleurs pour ça que tous ceux qui s'intéressent au stockage du carbone délaissent la viticulture. C'est que le gros levier d'action n'est pas sur la vitie, parce qu'il y a peu de sol, peu profond, peu de surface, alors qu'en grande culture, il y en a beaucoup plus. Alors, comment je passe de 1% de matière organique au stock de carbone? Je multiplie tout simplement la quantité de tonnes de terre par hectare par le pourcentage de MO. Ça nous donne 39 tonnes par hectare de carbone ou 143 tonnes équivalent CO2. On est sur des ordres de grandeur qui sont très importants, encore une fois. Là-dedans, on n'est pas pour grand-chose. Alors, cette slide, elle vous donne une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Enfin, on va dire, on va voir les optimistes et les pessimistes dans la salle. La mauvaise nouvelle, c'est que les sols viticoles sont les sols les plus pauvres de France en termes de contenu organique. Donc, on le voit ici sur toutes les zones jaunes, on voit le bassin méditerranéen, donc l'ANCE n'est pas particulièrement... C'est la raison pour laquelle ils sont viticoles. C'est la raison pour laquelle ils sont viticoles. Alors en fait, c'est intéressant, c'est comme remarque, on pourrait revenir au buffet, on en discutera. Si tu me lances, j'ai... Non, on a un feeling. Alors, Le président de région qui avait voulu la création de ce LANCE il disait tout le temps, si on enlève la vigne, il n'y a pas grand-chose d'autre qui pourra pousser. C'était en lien. Ne me lance pas, j'ai dit. Débat, Le bassin méditerranéen ici, avec tous les Côtes-du-Rhône, la Champagne, la Gironde, voilà, on voit assez facilement où sont installées les vignes. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que les sols viticoles sont dans les sols les plus pauvres de France. La bonne nouvelle, c'est que c'est lorsque l'on part de très bas qu'on a le plus de leviers d'action. Disons que c'est plus facile de relever un sol très pauvre que de relever un sol de prairie qui a déjà 5% de matière organique. Donc optimiste, pessimiste, choisis ton camp. En tout cas, on part de loin et il y a des gros leviers d'action. L'INRA, dans son projet 4 pour 1000, a évalué qu'on pouvait stocker environ 100 000 tonnes de carbone supplémentaires tous les ans dans les sols viticoles, en ajoutant des pratiques que je vais vous décrire par la suite. Mais le projet 4 pour 1000 aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est né de quelques chercheurs et quelques petites phrases politiques qui, avec des calculs de coin de table, que j'adore, mais qui ont vraiment leur limite, évidemment, dans un certain nombre de situations, qui ont déterminé qu'en stockant 4 pour 1000, c'est-à-dire 0,4% de carbone en plus dans les sols tous les ans, on arriverait à l'échelle globale, c'est-à-dire mondiale, à compenser toutes les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas rien, en stockant plus de carbone dans les sols, on a, c'est-à-dire 0,4% par an, on arrivera à compenser toutes les émissions de gaz à effet de serre. Bon, depuis, il y a eu beaucoup de discussions, etc. C'est pas toujours possible, c'est pas toujours faisable. Et comme la présentation juste avant l'a précisé, le but c'est d'abord de réduire les émissions avant de penser à stocker plus. Je vous ai représenté sur ce petit graphique, c'est un des rapports qu'on rend, des rapports d'analyse que l'on rend, quels sont les différents éléments du bilan carbone du sol. Parce qu'en fait, dans les sols, il y a évidemment un stock et il y a un bilan, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui rentrent et il y a des choses qui sortent. Alors dans les choses qui rentrent, il y a tout ce qui pousse à la surface. Ça vous rappelle qu'il n'y a qu'une manière de stocker du carbone, plus de carbone, c'est de faire plus de photosynthèse. En tout cas, dans le milieu agricole, on ne sait pas autrement qu'en faisant pousser du végétal, transformer du CO2 en carbone organique. Voilà, il n'y a qu'une façon de faire. Donc on ne résoudra l'équation qu'en faisant pousser plus de végétal. Alors sur ce petit graphique, il y a deux choses. Il y a ce qu'on peut faire pousser sur la parcelle, vous voyez la vigne et puis l'enherbement. Et puis il y a ce que l'on peut faire pousser sur une autre parcelle et que l'on amène derrière. Je regarde Fraissinet ici, là, voilà, on peut amener des produits organiques, c'est-à-dire des choses qui ont été produites ailleurs, sur la parcelle, pour augmenter le stock du carbone dans le sol.
Donc tout ça, ça fait des entrées, c'est important, ça augmente les stocks de carbone. Et il y a aussi des sorties. Alors ces sorties, c'est un terme qui s'appelle la minéralisation, qui est très peu compris, qui est en fait l'inverse du stockage de carbone. On transforme du carbone organique du sol en CO2. Ce processus, il est très important, c'est ce que vous êtes tous en train de faire actuellement. Les petits croissants que vous avez mangés ce matin, d'ailleurs, merci Maceo pour la petite métaphore, de la faire de façon la plus explicite possible. Le croissant que vous avez mangé ce matin, vous êtes en train de le minéraliser, vous le transformez en CO2. Donc il est quand même souhaitable que vous émettiez du CO2 parce que ça veut dire que vous êtes en vie. C'est exactement la même chose dans les sols. Un sol qui n'émet pas de CO2, c'est un sol mort. Donc on est dans un espèce de paradoxe actuel, il y a des gens qui en parlent très souvent, mais sans avoir vraiment les connaissances dessus, dans lequel on veut stocker plus de carbone et stimuler la vie du sol. Alors vous voulez bien stimuler la vie du sol, ça veut dire émettre plus de CO2, alors que stocker plus de carbone, ça veut dire l'inverse. Donc évidemment, il faut trouver une balance entre ces deux phénomènes pour qu'on obtienne des sols fertiles et qui stockent à la fois du carbone. Donc en l'occurrence, ici, sur ce bilan carbone du sol, on le voit, sur 10 ans, on perd 3,5 tonnes de carbone, c'est-à-dire qu'on émet 12,8 tonnes de CO2. J'ai pris volontairement cet exemple parce que c'est le cas de beaucoup de sols viticoles actuellement. La majorité des sols viticoles que l'on analyse perdent encore du carbone. En particulier en zone méditerranéenne, en particulier dans les Côtes-du-Rhône, dans des endroits où il est difficile d'implanter des couverts d'interculture, en tout cas des couverts entre les rangs, des enherbements. Et donc, avant de penser à stocker plus de carbone dans les sols, il faudrait déjà penser à ne pas perdre celui qu'on a sous nos pieds. Je dirais que la première thématique, c'est celle-là. Et puis, je veux rajouter un petit peu de complexité là-dedans, parce qu'il y a une différence entre quantité et qualité de carbone. Tous les carbones dans les sols ne se valent pas. Pour vous aider à comprendre ça, je vais prendre l'exemple de cette salle. Dans cette salle, il y a beaucoup de carbone. Vous êtes composé de carbone. Les vêtements que vous portez, c'est du coton, il y a du carbone. Une charpente en bois, c'est du carbone. Et puis les croissants qu'il y avait ce matin, c'est aussi du carbone. C'est quand même pas complètement stupide de dire que vous n'avez pas le même rôle que le croissant ou que la charpente. Ça, vous comprenez bien dans cette salle. Vous pouvez le comprendre aussi dans les sols. Dans les sols, il y a une grande diversité de carbone. Il y a du carbone de la mine qui vient de tomber sur le sol, qui est progressivement dégradé jusqu'à des formes qui sont très complexes, très polymérisées, très vieilles, qui s'appellent les humus. C'est un peu la charpente du sol, si vous voulez. Et puis il y a du carbone vivant. Et puis il y a des carbones qui va se transformer en CO2. Donc il y a tout un tas de carbone, et évidemment, il est important que pour que le sol fonctionne bien, qu'il y ait cette diversité de carbone, et pas seulement du carbone qui soit très stable et très stocké. Alors si je regroupe ces différentes formes de carbone dans les différentes fonctions, on retrouve les humus qui ont un rôle d'habitat, des matières organiques ou du carbone, on va dire transitoire, c'est un peu le croissant ou la plate du sol, le carbone vivant, et le carbone qui va très rapidement se transformer en CO2. Ça, c'est exactement le centre de notre métier depuis 25 ans. On sépare les différentes formes de carbone dans le sol pour évaluer leur fonctionnalité. Évaluer si effectivement il y a des contraintes ou pas. Voilà, j'ai fini. Donc ça, c'est les différents types de compartiments de matière organique. Je vous ai indiqué ici leur âge moyen. L'âge moyen des matières organiques liées ou des humus, il est supérieur à 50 ans. Il est très souvent millénaire. C'est l'ordre de grandeur que je donnais tout à l'heure, de 400 à plus de 3000 ans. Ça, c'est le compartiment extrêmement majoritaire dans le sol. De la même façon que si ici je prends le poids total des matières organiques, c'est surtout influencé par le poids de la charpente. Donc la quantité de carbone dans les sols est surtout influencée par le carbone très vieux. Mais c'est pas parce que le carbone vivant est peu important sur le plan pondéral qu'il n'est pas important sur le plan fonctionnel. C'est la même chose dans cette salle. Essayez de comprendre ça. Alors, vous avez donc ici un espèce de capital carbone, c'est pour ça que vous avez fait la métaphore de votre compte en banque. C'est quelque chose qui est stocké dans le sol, qui est là, qu'il est difficile de toucher. Et puis il y a un flux de carbone, c'est vraiment ce que vous pouvez retirer sur votre compte en banque à l'échelle du mois. C'est lié vraiment à l'activité biologique. Donc il faut des deux. Si on n'a pas de capital, on ne peut pas avoir d'activité. Si on n'a pas d'activité, on n'a plus de fertilité. Et je finirai sur ces deux dernières slides. J'ai classé ici, par ordre de stabilité, les différents compartiments du sol, en se disant qu'il y a différents types de déficits de carbone dans le sol, avec des déficits en matière organique stockés très stables et des déficits en matière organique qui vont se transformer très rapidement en CO2. Et je vous ai mis en face différents types de pratiques organiques qui sont susceptibles de redresser ces compartiments-là. Alors, je vous passe sur les détails techniques, mais en gros, les composts et les digestats de méthanisation sont des matières organiques qui sont déjà très stables et qui vont compenser les déficits là-dedans. Donc, en gros, si je veux faire du stock dans les sols, c'est très facile.
je mets des produits qui sont déjà très stables. Je mets du compost, je mets des biochards, hein, je pourrais même mettre du plastique. Enfin, le plastique, c'est un carbone qui est extrêmement stable. Si je le mets dans le sol, il va rester dans le sol. Et vous voyez bien que ce plastique n'aura pas la même fonctionnalité qu'un ver de terre. Pour que le sol fonctionne, il faut à peu près de toutes les formes de carbone, sachant que certaines formes de carbone peuvent se transformer dans ces formes stables. Par exemple, un couvert végétal, de l'herbe ou un sarment de vigne, in fine, il y a une toute petite fraction qui va finir par se transformer en carbone stable. Donc, en conclusion, je vous demanderai de regarder le sol un petit peu comme votre compte en banque. De la même façon que vous avez envie qu'il y ait des entrées et des sorties, il faut qu'il y ait des entrées et des sorties dans le sol. Il faut qu'il y ait un stock qui soit confortable. Il faut surtout faire attention à ce qu'on fait à manger à nos sols, parce que, évidemment, les formes de carbone que l'on apporte auront un impact très important sur la fonctionnalité des différents vignobles et des différentes parcelles. Voilà. Merci de votre attention. Alors, merci. Je passerai rapidement sur les initiatives que j'ai pu collecter en discutant avec des membres sur ce que chacun faisait à leur niveau finalement pour travailler sur la thématique carbone. Donc l'IFV a créé un outil qui s'appelle gaz à effet de serre et viticulture et qui permet justement de calculer, de diagnostiquer les émissions carbone de l'exploitation à la récolte de raisins. Et je pense que le champ s'ouvrira petit à petit. Si vous voulez les contacts, demandez-moi. ITK qui travaille aussi donc, avec des outils de modélisation à son échelle pour essayer de guider les agriculteurs dans la réduction de leur empreinte carbone. On a Delta Automatisme qui a fait un travail de décarbonation de l'industrie vinicole en chassant finalement le gaspillage et en cherchant à réduire un maximum les émissions carbone et la consommation. GreenGen Technologies, justement, on parle d'une bouteille qui propose une bouteille alternative qui est faite à partir de lin français. Ils ont essayé d'être dans vraiment une démarche aussi de proximité. Donc en fait, ils proposent carrément 45% en moins d'empreinte carbone sur une bouteille, donc c'est quand même pas mal. Je pense aussi à ce qu'on a dit, d'avoir des générateurs d'azote. On a un AirTech Service qui fait ça. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que j'en ai parlé très rapidement, mais si vous êtes intéressé, que de près ou de loin vous abordez cette thématique carbone, j'aimerais bien qu'on en discute et peut-être structurer un groupe carbone et voir si on ne peut pas mener à bien ce webinaire ou une rencontre avec le groupe Sol Vivant de Cluster Provence-Rosé. Les perspectives, on en a parlé rapidement. On a quand même en Islande une usine qui capte le carbone et le transforme en roche et une entreprise qui veut faire donc, des trains qui captent le carbone. Donc affaire à suivre.